Bonjour à tous, je suis Flavien Dautrec, l'un des membres de la FEV Jeune, et je vous retrouve aujourd'hui pour cette session live d'interview de membres du Congrès qui ont présenté leur présentation au cours des 2 derniers jours. Je suis donc avec Clémence, également de la FEV Jeune, et nous allons donc interroger en 2 sessions. D'abord Julien Guelfi et Manon Eva qui vont nous présenter leurs travaux, puis secondairement 2 autres orateurs. Bonjour, donc Clémence Canivet, je suis d'Angers. Bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, donc bonjour à tous, Julien Guelfi, je suis PH en radiologie interventionnelle au CHU de Grenoble, travaillant particulièrement sur les pathologies hépatiques. Donc ton travail porte sur le stenting du canal thoracique comme traitement de l'acide réfractaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'idée et la physiopathologie de ce travail et puis ce qu'il en est? Alors en fait, l'implication du drainage lymphatique dans l'hypertension portale, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Il y a une littérature qui est assez riche sur la question qui date des années 60-70, et puis c'est un peu tombé dans l'oubli. Et on a retrouvé ça très récemment. En fait, le système interstitiel sert notamment à enfin, le système lymphatique, pardon, sert notamment à réabsorber le surplus de liquide interstitiel. Et dans l'hypertension portale du patient cirrhotique, l'augmentation de la pression porte entraîne donc une augmentation de la pression hydrostatique vasculaire et donc une augmentation du transfert de fluide vers le secteur interstitiel. Donc le système lymphatique réabsorbe, donc augmente son flux de réabsorption dans le secteur interstitiel. Le débit au sein du canal thoracique augmente. Et en fait, quand ce système est dépassé, c'est à ce moment-là que l'acide apparaît cliniquement. Et du coup, déjà dans les années 70, mais nous plus récemment, on a cherché à voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer et voir quels freins éventuels à l'adaptation de ce débit lymphatique on pouvait faire sauter. Et notamment, c'est le principe du stenting qui sert à faire sauter les valves qui pourraient gêner l'adaptation du débit lymphatique. D'accord, donc en fait, finalement, l'acide est résorbé par le système lymphatique et finalement, il n'arrive pas à faire face à l'afflux d'acide et donc l'idée étant de restaurer et d'augmenter ce calibre. En pratique, comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites les techniques? Donc ça se fait, on a commencé il y a bientôt 2 ans. Ça se fait sous un court séjour d'hospitalisation. On fait l'intervention sous anesthésie locale. C'est un abord veineux basilic, donc dans le bras. Le patient est sous anesthésie locale. Et avec un cathéter, on va aller chercher l'abouchement du canal thoracique qui se fait dans 90% des cas dans la veine sous-clavière. Donc il faut bien regarder le scanner préopératoire pour bien visualiser où s'abouche le canal thoracique. Une fois qu'on a cathétérisé ce canal thoracique, on va mesurer des pressions, vérifier qu'il y a une pression qui est augmentée dans le canal thoracique. On déploie notre stent sur les zones souhaitées, la valve et notamment la valve de la jonction lymphoveineuse. On reprend des pressions pour vérifier que les pressions diminuent dans le canal thoracique. Et ensuite, on retire notre matériel. Il y a simple bandage comme après une PICC line finalement. Et le patient ressort le lendemain de l'intervention. C'est indolore et voilà, c'est quand même minimalement invasif, nettement moins invasif qu'un TIPS ou qu'une transplantation hépatique, ça c'est sûr. Et finalement, donc, à qui ça peut s'adresser cette technique? Parce que c'est tout récent. Vous l'avez fait pour quel type de patient? Alors pour l'instant, on l'a réservé aux patients qui sont en impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils ont une acide réfractaire, qui sont contre-indiqués au TIPS, contre-indiqués à la transplantation hépatique. On a aussi un protocole alpha-pompe chez nous. Donc les patients qui sont éligibles à l'alpha-pompe vont avoir le protocole alpha-pompe, mais par contre ceux qui sont contre-indiqués à toutes ces options-là et qui le souhaitent sont proposés pour le stenting du canal thoracique avec, là encore, des patients qui vont répondre, d'autres qui ne répondent pas. On ne sait pas encore sélectionner les bons patients. Il y a probablement beaucoup de travail à faire là-dessus. Et du coup, dans vos résultats, vous avez fait 5 patients sur Grenoble. Alors, au moment de la soumission, effectivement, on avait fait 5 patients. Là, sur le poster, on en a 8 qui ont été faits. Il y en a les 2 premiers, donc on a 18 mois de suivi sur le premier patient qu'on a fait, qui était ponctionné 2 fois par semaine avant le stenting. Là, depuis maintenant plus d'1 an, il est sevré de ponction. Il n'a plus du tout été ponctionné pour son acide. On a 2 patients sur les 8 qui ont complètement répondu, qui n'ont plus été ponctionnés. Un patient qui avait une diminution partielle de son volume d'acide ponctionné.
Et puis après, on a des patients malheureusement qui sont morts assez précocement avant l'intervention. C'est des patients qui avaient déjà des antécédents d'infection du liquide d'acide ou de décompensation de leur cirrhose sous-jacente et qui ont refait ce genre de décompensation dans le suivi. Et donc, on n'a pas pu avoir de suivi sur l'efficacité clinique de notre technique. Et les 2 derniers patients qu'on a fait, ça date de moins d'1 mois, donc on n'a pas encore le recul pour voir si c'est efficace. Et en pratique, la procédure, elle dure combien de temps à peu près? Alors là, c'est assez variable. La principale difficulté, c'est d'attraper le canal thoracique avec notre cathéter, parce que donc la valve de la jonction lymphoveineuse, elle est fermée depuis le secteur vasculaire vers le secteur lymphatique, donc elle s'ouvre que dans l'autre sens pour prévenir le reflux de sang dans le système lymphatique. Donc ça, c'est le moment qui est un petit peu compliqué. Après, les premiers centimètres sont très tortueux jusqu'à la carène, la projection de la carène. Et donc la procédure va durer entre 2 heures et 4 heures en fait, mais il y a sans doute une courbe d'apprentissage. Je pense au début, quand on posait les tips, ça mettait 5 heures, et maintenant, avec une équipe entraînée, les tips ils sont mis en 1h30. Donc c'est un peu pareil. Là, on découvre le cathéter du canal thoracique qu'on ne connaissait pas. Et donc je pense qu'avec la courbe d'apprentissage, ça va s'accélérer si on arrive à faire évoluer la technique. Et donc c'est une technique nouvelle pour laquelle en France on n'en avait pas entendu parler. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez importé d'autres pays, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement innovant pour lequel vous avez eu l'idée? Non, alors on a monté la technique à Grenoble. J'ai pas vu d'autres publications dans la littérature sur le sujet. C'est juste qu'on s'intéressait au système lymphatique hépatique, et en reprenant des publications anciennes, on avait vu des techniques chirurgicales dans les années 70 qui étaient plus morbides, mais qui partaient du même principe. Et donc on a développé en fait cette approche de stenting qui est nettement moins invasive sur Grenoble. Et finalement, dans le poster, on voit qu'il y a tout le canal lymphatique des fois qui peut être stenté pour avoir un bon diamètre. Et est-ce que dans les derniers, ça ne semble pas surtout être le gradient et finalement la partie terminale de ce canal lymphatique qui est important? Et est-ce que vos prothèses sont plus petites maintenant et permettent juste d'ouvrir cette valve en fait qui draine? Donc effectivement, sur les séries cadavériques et les séries chirurgicales des années 70, ils montraient qu'il y avait régulièrement une sténose sur la valve de l'abouchement lymphoveineux. Mais en fait, des valves, il y en a sur toute la longueur du canal thoracique. Donc au début, on s'était dit, on va stenter toute la longueur. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas stenter juste la crosse? Est-ce qu'il faut stenter toute la longueur? C'est des réponses qu'on n'a pas encore vraiment, sachant que les structures fonctionnelles lymphatiques se contractent et donc aident aussi à faire remonter le flux lymphatique. Donc si vous mettez un stent sur toute la longueur du canal thoracique, il va plus contracter. Donc il faut vraiment une pression en amont qui soit très forte pour faire remonter. Donc ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas répondu pour l'instant, mais qui vont être à discuter sur les prochains patients et les prochains protocoles qu'on va mettre en place, effectivement. Et s'il y a des radiologues qui nous regardent, en pratique, vous avez mis sur vos 8 patients la même prothèse à chaque fois? Quelle taille c'est, quelle longueur? Est-ce que c'est uniforme, ou est-ce que vous adaptez à chaque fois au cas par cas? Alors la longueur du stent, ça dépend si on va stenter tout de la jonction thoraco-abdominale jusqu'à la veine, ou si on va se contenter de la crosse. Pour la largeur, en général, on met des stents entre 6 et 8 mm. Ça va dépendre de la taille du canal thoracique du patient, parce que notamment dans la portion intrathoracique, c'est relativement friable, donc il faut y aller tout doucement, parce qu'on a eu 2 cas de plaie du canal thoracique, donc qui se sont très bien... qui sont résolus spontanément avant la fin de la procédure, mais il faut y aller tout doucement. Au niveau de la jonction, en général, il y a une petite citerne juste avant la jonction. Donc là, à ce moment-là, on met souvent des stents de 8 mm et on fait des angioplasties beaucoup plus sous haute pression pour faire sauter les valves. À ce niveau-là, c'est beaucoup moins risqué. Mais là encore, on a une très faible expérience, donc il y a, à mon avis, plein de choses à améliorer sur la technique. Et donc, concernant les autres radiologues, on en a déjà discuté dans notre communauté de radiologie interventionnelle. Donc, il y en a plusieurs qui sont intéressés. On discute avec eux de la technique, et puis même on voyage pour les aider à faire leurs premiers patients pour les centres qui seraient intéressés. Et c'est ça la question. Si on a envie de mettre en place cette technique dans notre centre, on peut te contacter pour que tu viennes nous former. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Parce que je crois que tu fais le tour de France des radiologues interventionnels. Si vous habitez à Biarritz ou à Nice, il ne faut pas hésiter. Si vous habitez à Charleville-Mézières, on sera ravis de vous accueillir avec votre patient à Grenoble. Il n'y a aucun souci. Ok, parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. On va passer du coup à Manon. Flavien, je te laisse poser les questions.
Oui, merci Clémence. Bonjour Manon. En quelques mots déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter le travail dont tu as parlé hier à la FEF? Donc moi je suis Manon Evin, je suis interne des pathogastroentérologie à Paris et donc j'ai présenté hier à la FEF un projet que j'ai réalisé avec l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et qui étudiait le TIPS préemptif et l'intérêt et l'importance de le poser au bon moment. C'est vrai que l'hémorragie digestive c'est quelque chose de sévère chez le cirrhotique, un tournant évolutif de la maladie et la pose d'un TIPS préemptif pour les patients les plus au risque de récidive hémorragique. Donc comme vous le savez, les patients qui sont Child C entre 10 et 13 ou Child B avec l'hémorragie active au moment de l'endoscopie ont une indication à la pose d'un TIPS préemptif. Et ce qui permet de nettement améliorer la survie de ces patients. Et ce qu'on sait, c'est également que en vie réelle, il y a moins de 10% des patients qui sont éligibles qui en bénéficient effectivement. Et donc nous, on s'est posé un petit peu la question dans la cohorte de patients qui sont hospitalisés pour TIPS sur les 3 dernières années là, à la Pitié-Salpêtrière, combien de pourcents des malades avaient une indication antérieure à la pose d'un TIPS préemptif, quel pourcentage aurait dû en avoir un et ne l'avait pas eu, et quelle était un petit peu l'évolution de ces malades s'ils n'avaient pas eu le TIPS préemptif. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner les résultats de ce travail? Oui, donc dans ce travail, on avait 142 malades au total dans la cohorte et on a décidé de se concentrer sur les patients qui avaient saigné antérieurement. Il y en avait 30%. De ces patients qui avaient saigné antérieurement, il y en avait 42% qui, au moment de leur hémorragie digestive, auraient dû avoir un TIPS préemptif et ne l'avaient pas eu. Donc ça représente quand même un gros pourcentage de patients qui avaient un TIPS manqué. Et ces patients, on voit qu'ils arrivaient finalement au TIPS, donc chez nous dans notre cohorte, dans 70% des cas pour une récidive hémorragique sévère avec soit un TIPS de sauvetage, soit un TIPS préemptif. Donc des patients qui récidivaient, qui avaient saigné, qui ressaignent, qui arrivent en contexte urgent pour un TIPS. Chose qui, dans le groupe des patients qui n'avaient pas d'indication de TIPS préemptif au moment de leur hémorragie, était moins nette. Ils arrivaient également plus rapidement, hein, donc il y avait une médiane de 2,6 mois entre le moment où ils saignaient et le moment où ils arrivaient au TIPS. Et en ce qui concerne la survie, c'est des patients qui avaient une nettement moins bonne survie, 30% à 1 an versus 70% en fonction de leur indication antérieure de TIPS. Hein, donc 30% de survie à 1 an pour ceux qui auraient dû avoir le TIPS et qui ne l'avaient pas eu versus 70%. Et est-ce que vous avez étudié un petit peu les caractéristiques de ces patients qui n'avaient pas un TIPS antérieur et qui finalement en bénéficiaient un petit peu dans un critère un peu plus urgent? Ouais, alors dans 67% des cas, c'est des patients qui avaient une cirrhose sur consommation excessive d'alcool. Ils venaient donc dans un peu moins de 50% pour un TIPS de sauvetage, dans une vingtaine de pourcents pour un TIPS préemptif. C'est des malades qui avaient parfois eu plusieurs déjà antécédents d'hémorragie digestive. Voilà, principalement ça. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez pu regarder les raisons qui ont fait qu'ils n'avaient pas eu un TIPS préemptif au préalable? Oui, alors c'est pas toujours bien décrit, mais déjà on sait globalement que les raisons du manque d'adhérence du TIPS préemptif, c'est soit un problème d'accès. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour des praticiens qui sont dans un centre où il n'y a pas de TIPS de transférer un patient qui est parfois sévère, et également parce que les praticiens craignent les effets indésirables chez des patients qui sont très sévères au moment du TIPS. Et c'est ce qu'on retrouvait un peu dans notre étude, hein, pour les un peu moins de 20 patients qui n'avaient pas eu le TIPS au moment où ils l'auraient dû l'avoir. C'était des patients qui étaient souvent sévères ou qui étaient dans des centres qui n'avaient pas le TIPS. Donc on retrouve les raisons un peu habituelles de l'échec de pose de TIPS préemptif. Hein. Et de ce fait, est-ce que tu penses que selon toi, il faudrait une meilleure information auprès des gastroentérologues, peut-être des hépatologues, des centres périphériques où il n'y a pas de TIPS pour justement les amener à plus facilement vous contacter, plus facilement envoyer les patients vers cette procédure? Je pense que déjà, il faut savoir que le TIPS préemptif permet nettement d'améliorer la survie chez tous les patients. Peut-être qu'il y a des idées reçues sur les transferts pour des TIPS. Souvent,
les centres qui posent des tips, en tout cas à la Pitié-Salpêtrière, c'est aussi des centres qui font des transplantations. Et certains praticiens peuvent peut-être se dire que si par exemple c'est un patient qui a une cirrhose sur consommation excessive d'alcool et qui n'est pas sevré, pourrait ne pas bénéficier d'une transplantation après et donc pas d'un tip, ce qui est faux. Hein. En cas d'hémorragie digestive, si le patient est éligible et dans les critères, il faut absolument organiser un transfert pour la pose d'un TIPS préemptif, même si le patient n'est pas sevré, même si le patient est sévère, et d'autant plus s'il est sévère. Et je pense qu'il faut, il faut pas trop hésiter à transférer les patients dans ce cas-là. Et les centres sont disponibles pour ça. Ça marche. Et d'autant qu'on voit du coup que au final faire un TIPS préemptif au mauvais moment quelque part est aussi délétère pour le patient puisqu'il y a une surmortalité. C'est la cirrhose qui entraînait les surmortalités dans ces cas-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ressortaient de votre étude à ce niveau ? Alors, on comparait deux populations assez similaires. C'est pour ça qu'on a choisi de comparer que des patients qui avaient saigné. Donc, c'est des patients cirrhotiques, principalement sur consommation excessive d'alcool, qui avaient tous saigné. Donc, c'est des patients qui sont sévères. Et ils mouraient plus dans le groupe pour lequel il y avait une indication manquée de type préemptif dans le passé. Les causes de décès, c'était des causes habituelles. Hein. Ils mouraient de choc septique, de récidive hémorragique. Et dans les deux groupes, ils mouraient à peu près de la même chose. Simplement, ils mouraient plus dans le groupe des patients qui auraient dû être type C et qui ne l'avaient pas été. D'accord. Et donc pas au même moment. Et donc au niveau local, est-ce que du fait de cette étude, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez réussi à engager un programme peut-être de sensibilisation des gastro-entérologues des centres qui vous envoient habituellement les patients ? Ou en tout cas, est-ce que vous allez débuter ce genre de... Alors, moi, personnellement, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, mais je sais qu'il y a des communications pour encourager la pose de type préemptif et les transferts. Et la Pitié-Salpêtrière est un centre qui fait ça. Et voilà. C'est aussi l'occasion peut-être la FEF de faire de la pub, de présenter le papier et de faire comprendre aussi à tous ceux qui sont ici que c'est important. Voilà. Ok, ben merci à toi Manon. Juste pour les radiologues, effectivement, je ne sais pas pourquoi le TIPS en urgence, c'est toujours la nuit à 2h du matin, alors qu'on préfère être sur un TIPS préemptif. Enfin, s'il y avait une indication préalable, on est en équipe plus nombreuse, on peut faire un geste à plusieurs avec un guidage échographique, ça nous rend le geste plus facile que tout seul en plein milieu de la nuit. Ouais, donc peut-être que s'il y avait le TIPS préemptif qui avait été posé, il y aurait moins de TIPS de sauvetage après. Voilà, ça serait moins compliqué. Donc même au quotidien, ne pas hésiter à vous contacter, quel que soit le centre, de toute façon, vaut mieux le faire en journée plutôt que dans de mauvaises conditions en pleine nuit. Le type de sauvetage, parfois, il n'y a pas le choix. Mais... Non, mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, nous, je ne sais pas pourquoi les types de sauvetage, la plupart du temps, c'est la nuit. Enfin, chez nous, à Grenoble, c'est comme ça. Et on est tout seul à 2h du matin pour mettre le TIPS. C'est vrai qu'on est plus confortable sur un TIPS à mettre dans les 48 heures avec une équipe plus nombreuse. Très bien, merci à tous les deux. Clémence, tu veux dire un dernier mot ? Oui, merci à tous. Donc globalement, les points clés, c'est que dans l'acide réfractaire, chez le patient qui n'a pas d'autre alternative que les parasynthèses, il faut penser à Julien Gelfi et l'équipe de Grenoble et peut-être discuter le stenting du canal thoracique, parce que ça peut améliorer la qualité de vie des patients, même si il n'y a peut-être pas forcément d'impact sur la survie. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Et puis, il faut arrêter d'avoir peur de l'encéphalopathie hépatique post-TIPS et le faire dès le premier cas d'hémorragie digestive. Merci à vous. On va passer à la deuxième session en direct. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonjour Romia, merci d'avoir accepté cette invitation à ce premier live du réseau Jeune AFEF. Est-ce que tu peux te présenter les résumés du travail que tu viens de présenter à la FEF ? Bonjour, donc moi je m'appelle Oumia Masrour, je suis interne en hépatologie au CHU de Rennes. Et donc je suis venue aux Journées de la FEF pour présenter mon travail de thèse qui a porté sur l'évaluation de la tolérance de la dexaméthasone dans la chimio-embolisation pour les CHC sur cirrhose. Donc la chimio-embolisation, c'est un traitement validé du CHC, mais qui présente des effets indésirables, des effets secondaires systémiques et biologiques, avec quelques études publiées récemment qui ont suggéré en fait une efficacité de la dexaméthasone pour prévenir certains de ces effets. Mais c'était des études qui étaient faites majoritairement sur des populations asiatiques, avec finalement assez peu de données en population européenne où l'étiologie de la cirrhose elle est majoritairement éthylique et dysmétabolique. Donc on a voulu justement évaluer la tolérance,
plutôt l'impact de la dexaméthasone sur la tolérance de la chimio-embolisation dans notre population rennaise de patients atteints de CHC sur cirrhose. Donc on a mené cette étude où on a inclus tous les patients de notre centre qui ont eu une chimio-embolisation pour CHC sur cirrhose sur 1 an. Donc ça a démarré en mars 2019, avril 2019 jusqu'en mars 2020. Et un traitement par dexaméthasone a été ajouté à notre protocole à partir d'octobre 2019. Donc on a analysé au total des données relatives à 98 chimio-embolisations. On a recueilli les données cliniques et biologiques à J0, donc le jour de la chimio-embolisation, J2 et à 6 semaines. Et donc les principaux résultats de l'étude, c'est qu'on avait significativement moins d'épisodes fébriles dans le groupe dexaméthasone par rapport au groupe contrôle, donc 3% versus 75%, ce qui était confirmé en analyse multivariée, et également en analyse multivariée ajustée sur le child et sur le diabète, parce que la dexaméthasone, on l'a ajouté que pour les patients non diabétiques. On avait une diminution significative de la bilirubine et de la créatinine. Dans ton introduction, merci, tu parles des effets positifs qui ont été rapportés dans la littérature de la dexaméthasone. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces effets positifs et c'est peut-être ça qui vous a amené à conduire cette étude? Oui, tout à fait. Donc ces effets-là, c'était par rapport à ce qu'on appelle, ce qui est connu comme étant le syndrome post-chimio-embolisation. Donc ça inclut la survenue de fièvre, de douleurs abdominales et de nausées ou de vomissements. Donc, sur ces études-là dont j'ai parlé, il y avait un effet sur la prévention, un effet de la dexaméthasone sur la prévention de ce syndrome post-chimio-embolisation. Et j'ai vu qu'il y avait une relation positive donc, entre la mise sous dexaméthasone et la baisse de la bilirubine après chimio-embolisation. Quelle est votre idée sur le mécanisme physiopathologique sous-jacent, cette baisse de la bilirubine post-chimio-embolisation? Donc une des hypothèses probables, c'est que la dexaméthasone doit potentiellement agir sur l'inflammation induite par l'effet cytotoxique et ischémique de la chimio-embolisation. Donc elle pourrait induire une diminution de la bilirubine par ce biais-là, éventuellement. Merci beaucoup. Il y avait également une autre question. Vous mettez de la dexaméthasone qui est des corticoïdes avec un risque infectieux chez des patients cirrhotiques. Est-ce que vous avez observé donc, des complications, notamment infectieuses chez les patients, peut-être plus chez les child 2B? Et est-ce que vous réalisez de façon systématique un bilan infectieux avant la chimio-embolisation? Pour répondre à la deuxième partie de la question, on ne réalise pas systématiquement de bilan infectieux. On prélève par contre systématiquement des hémocultures au cas où la température serait supérieure à 38,5 et on n'a pas observé plus de complications infectieuses chez les patients qui ont eu de la dexaméthasone. Est-ce que vous avez observé une différence d'efficacité de la chimio-embolisation dans la population mise sous dexaméthasone par rapport à la population pas traitée? Donc ça, effectivement, c'est des données auxquelles on s'est intéressé et pour lesquelles l'analyse actuellement est en cours. Donc j'ai pas de résultats là, à vous présenter, mais oui, ce sera dans le papier qui sera publié. Oui. Très bien. Et donc, à partir de ces données, vous avez changé votre pratique clinique, c'est-à-dire que les patients qui ont, par exemple, des lésions plus volumineuses, vous les traitez par dexaméthasone ou vous le faites ça en systématique dans votre centre? Donc là, actuellement, dans notre centre à Rennes, on met systématiquement de la dexaméthasone à tous les patients qui arrivent pour une chimio-embolisation, chez les patients qui sont non diabétiques, parce qu'on craint un déséquilibre du diabète dû au cortico-induit. Justement pour la prévention du syndrome post-chimio-embolisation. Et donc vous avez montré une efficacité en termes de survenue de l'hyperthermie sur certains paramètres biologiques, mais est-ce que vous avez étudié, regardé des critères un peu plus durs, comme notamment la durée d'hospitalisation des patients? Est-ce qu'elle est améliorée par la dexaméthasone? Alors la durée d'hospitalisation à Rennes, c'est 48 à 72 heures pour la chimio-embolisation et c'est une durée qui n'a pas été modifiée par la dexaméthasone.
Donc la deuxième injection de dexaméthasone, vous la faites à 48 heures, si je ne dis pas de bêtises, Alors, vous la faites le jour de la sortie des patients. Le protocole, là, c'est 8 mg de dexaméthasone à J0, donc le jour de la chimio-embolisation, et 4 mg à J1 et à J2. Donc il y a 3 injections au total. Merci. Merci. Donc maintenant, on va discuter avec Olivia de son travail, très beau travail, donc réalisé à la fois à Marseille et à Paris, sur les lésions histologiques des cytolyses inexpliquées. Olivia, est-ce que tu peux nous présenter du coup les résultats principaux de ton travail? Donc, je m'appelle Olivia Pietri et je suis médecin à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Donc, le travail s'appelle lésions histologiques des cytolyses inexpliquées chroniques. Le postulat, c'est qu'il y a 10% à peu près des cytolyses inexpliquées chroniques qui restent inexpliquées. Et lorsqu'on fait une ponction biopsie hépatique à ces patients, après un bilan exhaustif étiologique complet, on retrouve de la fibrose, un peu, de la stéatose, beaucoup, et puis parfois des lésions d'hépatite et des biopsies normales dans 8% des cas à peu près. Notre travail était de reprendre les ponctions biopsie hépatiques, de faire des ponctions biopsie hépatiques à des patients qui ont une cytolyse inexpliquée chronique et d'étudier de nouveau les lésions histologiques avec une relecture anatomopathologique et ensuite de voir s'il y avait des facteurs biologiques ou cliniques d'explication de ces perturbations du bilan hépatique et des lésions histologiques retrouvées. Et ensuite, la seconde étape, l'objectif secondaire, c'était d'essayer de voir s'il y avait des modifications d'interprétation entre la première lecture et la seconde lecture des lésions histologiques, notamment parce qu'on connaît mieux maintenant les lésions vasculaires du foie. Donc on a fait une étude monocentrique, rétrospective. Alors c'était qu'à Paris, entre janvier 2010 et décembre 2020. Et on a inclus tous les patients qui ont eu une ponction biopsie hépatique consécutive avec pour cytolyse inexpliquée. Donc c'était une cytolyse persistante depuis plus de 3 mois et inexpliquée après tout un bilan étiologique complet. Alors dans le bilan étiologique complet, je précise que on a du coup exclu pas mal de patients. Notamment, on a exclu les patients qui avaient une cholestase associée, les patients qui avaient une stéatose à l'échographie et un diabète ou un IMC supérieur à 25, et les patients qui avaient des critères d'hépatite auto-immune. Les données, elles ont été recueillies de manière rétrospective, donc sur les dossiers médicaux. Et ensuite, pour l'anatomopathologie, on a fait dans un premier temps, on a recueilli les données des comptes rendus ANAPAT qu'on avait. Et ensuite, il y a 2 anatomopathologistes experts qui ont relu toutes les lames selon une grille. Et ils les classaient sous forme de pattern histologique. Donc en tout, il y a eu plus de 4000 patients qui ont eu une ponction biopsie hépatique pendant cette période-là à l'hôpital Saint-Antoine. Et puis finalement, il nous reste que plus de 400 patients qui ont eu pour une cytolyse inexpliquée et 107 patients qui ont finalement été inclus. Et alors, dans les biopsies, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a à peu près... c'était 47 patients qui avaient une biopsie normale ou des modifications mineures non spécifiques à la première lecture. Et à la seconde lecture, il ne restait plus que 37 patients. Et ensuite, les lésions histologiques les plus fréquemment retrouvées, c'était une stéatose dans à peu près 23% des cas, avec une fibrose associée dans à peu près 40% des cas. Ensuite, c'était des lésions hépatitiques, dans à peu près aussi 20% des cas, avec une fibrose par contre qui était là dans plus de 60% des cas à la première comme à la seconde lecture. Et il y avait à peu près, il y avait 9 patients qui avaient une histologie qui était compatible avec une hépatite auto-immune. Et ensuite, les dernières lésions, c'était les lésions vasculaires. Donc il y avait 12 patients qui avaient à la première lecture des lésions vasculaires et puis 27 patients à la seconde lecture qui avaient des lésions vasculaires. Et là, les lésions n'étaient pas très souvent associées à de la fibrose, à peu près 18% des cas. Donc voilà. Et on a observé une modification de la lecture dans 18 biopsies et 10, c'était de modifications mineures non spécifiques vers des lésions vasculaires du foie. Et après, donc, la deuxième partie, c'était de voir quels étaient les facteurs prédictifs de lésions. Et on a vu que l'ancienneté des perturbations du bilan hépatique était plus importante
chez les patients qui avaient des biopsies normales ou des modifications mineures non spécifiques. Et après, il y avait les azates à leur pic, alates à leur pic, le ratio azate sur alate, qui était significativement plus important dans le groupe biopsie lésionnelle que dans le groupe modification mineure non spécifique ou normale. Le TP et l'hémoglobine étaient plus bas dans le groupe lésionnel et la triglycéridémie était plus haute dans le groupe lésionnel. Et après la seconde lecture, il ne restait plus que azate au pic, alate au pic, ratio azate-alate et la triglycéridémie qui était significativement plus élevée dans le groupe biopsie lésionnelle que dans le groupe normal. Donc, en conclusion, on avait quand même des lésions histologiques qui étaient retrouvées dans plus de la moitié des cas. Donc, quand on fait une biopsie pour des perturbations du bilan hépatique, une cytolyse inexpliquée chronique, à peu près 20% des cas, une stéatose ou des lésions d'hépatite. Je ne l'ai pas précisé, mais il y avait 5% de cirrhose, c'est quand même important. Il y a eu donc 18 modifications vers souvent donc 10 des modifications mineures non spécifiques vers des lésions vasculaires. Mais là encore, on ne sait pas trop cliniquement quoi en faire. Et ensuite, donc, le pic d'azate, le pic d'alate, le ratio azate-alate et la triglycéridémie étaient significativement plus importants dans le groupe biopsie lésionnelle que dans le groupe normal. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une problématique qui se pose de façon quotidienne en pratique clinique. Est-ce qu'on biopsie ce patient ou non? Tu as déjà commencé à répondre à cette question, mais donc est-ce que vous avez pu mettre en évidence des critères de futilité chez qui on ne devrait pas, pour trouver les patients chez qui on ne devrait pas faire cette biopsie? Donc peut-être le rapport azate sur alate et la triglycéridémie. Alors oui, c'est alors déjà donc ce que je disais, c'est que donc il y avait on est encore en cours d'étude, hein, donc il y a encore certaines données qu'on n'a pas, mais en effet ce qu'on avait mis en évidence, c'était plus le pic d'azate ou le pic d'alate, que ce soit au moment de la fonction de biopsie hépatique ou pendant le suivi, était important, plus il y avait des lésions histologiques qui étaient mises en évidence. Et ensuite la triglycéridémie, mais ce qui paraît plutôt logique dans le syndrome métabolique, etc. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a que ça qui ressort. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ton abstract et j'étais étonnée du fait que vous avez trouvé dans 31 patients une fibrose extensive, dont 4 cirrhotiques. Donc je me demandais, vous n'avez pas cité dans votre résumé, si dans le bilan compléssif que vous avez fait au début, il y avait des marqueurs non invasifs de fibrose et donc si ça vous a amené à prendre une décision de biopsier des patients plutôt que ne pas les biopsier. Alors, comme l'étude a commencé quand même en janvier 2010, il y avait déjà les marqueurs non invasifs de fibrose, mais encore une fois, le petit biais, c'est que c'est une étude rétrospective, donc souvent, on n'a pas toutes les données quand même pour les marqueurs non invasifs de fibrose, mais dans les critères d'exclusion, on n'avait pas mis des critères de fibroscan élevés ou des choses comme ça. Et même j'aurais tendance à dire que si les patients avaient un fibroscan élevé au moment de la ponction biopsie hépatique, on aurait eu plus tendance encore à les biopsier pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, complètement. Vous trouvez un nombre très important de maladies vasculaires. Est-ce que, du coup, suite à cette biopsie, vous avez pu mettre en évidence des étiologies à ces maladies vasculaires et notamment, est-ce que vous avez exploré la piste des phytothérapies? Alors, dans les critères d'exclusion, on avait normalement exclu tous les patients qui avaient pris des traitements ou de la phytothérapie, mais encore une fois, c'est une étude rétrospective, donc c'est pas souvent noté dans le dossier. Donc les premiers dossiers, c'est il y a plus de 10 ans, donc c'est quand même compliqué à mettre en évidence. Mais en tout cas, dès qu'on avait une piste toxique, les patients étaient éliminés. Et ensuite, pour les lésions vasculaires, à chaque fois qu'on en a retrouvé, on a fait une échographie transthoracique, un bilan de thrombophilie de manière systématique. Et sur les 18 patients, en fait, on n'a pas retrouvé de cause à ces lésions vasculaires. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va faire ensuite de ces patients qui ont des lésions vasculaires et qui on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà. C'est justement ça ma prochaine question, qui parfois ça peut être frustrant de suivre ces patients qui ont des perturbations chroniques du bilan hépatique avec ou des lésions vasculaires à la biopsie ou parfois des biopsies totalement normales. Alors comment vous suivez ces patients? Est-ce que vous les rébiopsiez? Est-ce que vous demandez une rélecture? Quelle est votre prise en charge de ces patients? Il y a plusieurs patients qui ont eu 2 biopsies dans la série et il y a plusieurs patients qui ont eu 2 biopsies normales.
Là encore, on n'a pas de consensus pour le suivi et on se dit si on n'a rien retrouvé à la première biopsie, si la biopsie était normale, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a une petite piste histologique avec parfois décrit des dépôts de lipofuscine. L'implication clinique et thérapeutique, on ne sait pas ce que ça va être, donc c'est difficile de se prononcer, mais peut-être une piste à développer. Observer, ouais. Est-ce que tu as pu noter dans l'évolution de ces patients, suite à ces biopsies sans cause retrouvée, finalement une conséquence thérapeutique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Alors pour les patients chez qui on avait trouvé des lésions histologiques, notamment pour les patients avec un pattern hépatitique et chez qui on suspectait une hépatite auto-immune, j'en ai pas parlé dans le poster parce que c'est trop court, mais la plupart du temps on les a traités comme des hépatites auto-immunes et ça on espère pouvoir sortir les résultats assez rapidement. Donc corticoïdes et puis réponse aux corticoïdes. J'ai pas précisé aussi, enfin je l'ai précisé dans le résumé, mais dans les critères d'exclusion, on avait exclu les patients qui avaient des IgG élevés et des anticorps positifs, antitissus positifs. Mais donc, s'ils avaient l'un ou l'autre, on les incluait dans notre cohorte. Et parfois, en fait, a posteriori, on refait les anticorps et ils sont positifs. Alors, ça n'était pas le cas dans l'étude, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'avenir parce que ça peut être super intéressant. Et par contre, pour les biopsies normales, pas de traitement. Le suivi, parfois ils reviennent en consultation. Dans le service, on a tendance à les revoir quand même au moins à 1 an. Mais après, il n'y a pas d'implication thérapeutique, donc parfois ils s'en vont et puis ils sont perdus de vue. Donc ce serait intéressant de revoir ça aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. C'était très intéressant et on se donne rendez-vous aux 91e journée de la FEF à Dijon l'année prochaine. Merci. Merci.